Enregistrement aujourd'hui. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a des choses qui vous restent, des doutes ou des choses que vous voulez partager? Je vous écoute. Oui, Bernard. Oui, bon, d'abord, je voulais te remercier pour aborder ce sujet, enfin, qui m'a toujours posé des questions, enfin, personnellement. Donc, je voulais, Ah, pardon. Attends, j'ai coupé ton son. oui, pardon, oui, Attends. pardon, Oui, c'est bon, c'est bon. oui, c'est bon. Donc, je voulais te poser une question je lis actuellement un livre sur le zen, et je voulais simplement donner, enfin, juste prendre une minute pour, tu entends pas là? Attends, je t'entends. On entend? Donc, prendre juste une minute pour dire, enfin, pour comparer un petit peu. Donc en fait, c'est une pratique où on est aussi sur le souffle, enfin quelque chose qui est assez connu, traditionnel. On laisse passer les sensations et les pensées. Le corps est immobile, mais il y a quand même des différences avec ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire d'abord, c'est pas comme Vipassana, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analyse, c'est pas de la concentration. C'est-à-dire que le but, c'est pas de développer la concentration, mais plutôt de laisser passer les pensées. Et aussi, ce qui est dit, c'est que la pratique elle-même, c'est pas un moyen, c'est une sorte de, enfin, c'est tout ce qu'il faut pour atteindre l'éveil. Donc, en faisant simplement ça, en laissant passer les pensées, parce que ça permet de se prendre des distances par rapport à ce qu'ils appellent des fabrications mentales, c'est-à-dire les fameuses pensées, s'identifier à des choses. Donc ça, on travaille sur l'ego en quelque sorte. On voit l'impermanence des pensées et des sensations. Et du coup, par le fait même de cette pratique, bon, évidemment en la prolongeant, Non, j'ai pas entendu au début. De quelle pratique tu parles je exactement? parle de, pardon, je parle de pratique du zen. Ah, deuxième, d'accord, voilà, voilà. Zen, excuse-moi. Donc en fait, c'était pour dire que dans cette pratique-là, le fait simplement de laisser passer les sensations et les pensées, c'était en soi la possibilité de réaliser l'impermanence, la vacuité, parce qu'on voyait, on prenait distance avec bon, avec l'ego, avec les pensées, les fixations, etc. Et du coup, en maintenant cette pratique pendant la journée, c'est-à-dire en prononçant cette méditation, en prenant distance avec ses sensations et ses pensées, finalement, on arrivait, entre guillemets, ici et maintenant, à atteindre une sorte de nirvana, c'est-à-dire que les perturbations mentales ne pouvaient plus s'accrocher, on laissait toujours passer ces pensées. Et du coup, on arrivait à être très ouvert et arriver à aider les autres plus facilement. Enfin, et c'était une pratique qui était la clé de tout. Il n'y avait pas des étapes comme on a dans le Lamrim, on faisait cette pratique et Génial. surgissait sans analyse tout un tas de qualités qu'on pouvait ensuite appliquer pendant la journée. Et voilà, donc enfin, je voulais juste, comme c'est un peu le sujet, avoir ta réaction sur cette. Enfin, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué parce que bon, j'ai juste lu un livre sur la question, mais je pense que tu C'est dois magnifique. connaître tous ces sujets. C'est magnifique. Après, je sais pas de quel éveil il parle, par contre. Mais c'est pas le même que le nôtre. En fait, Mais c'est la distance, c'est le fait de ne pas s'accrocher aux perturbations mentales. Ah, il parle des mêmes sujets, hein, il parle d'impermanence, de vacuité, pas oh, s'accrocher à l'ego. Donc c'est tout, et aider les autres, enfin, la compassion, tout pareil. Sauf ouais. que le moyen unique, c'est ce fameux laisser passer les pensées et les sensations. Non, je sais que dans le zen, bien sûr, ils prennent les vœux de Bodhisattva, ils récitent même le Sutra du cœur. Donc, bien Ouais, sûr, ouais. le Bodhisattva et la vacuité sont importantes. Maintenant, en tant que méthode unique, celle que tu décris, bah, s'ils arrivent à l'éveil comme ça, je suis super content pour eux, quoi. Mais moi, j'y crois pas, quoi. Voilà. Maintenant, ça veut pas dire que leur pratique est pas bonne. Je dis pas que leur pratique n'est pas bonne. Et, et après, aussi, il y a le zen tel qu'il est pratiqué dans certains dojos en Occident pour un public particulier, et le zen tel qu'il est pratiqué peut-être par des pratiquants plus avancés. Donc là, il faut voir. Et c'est ça tout le problème à chaque fois, si vous voulez. C'est-à-dire que des fois, on a tendance à simplifier les choses pour un certain contexte, mais est-ce que vraiment ça rend justice à toute la richesse de la tradition? Ça, c'est une autre question. Donc il y a un dialogue entre un moine zen et sa sainteté. Il y a un livre qui est sorti dessus, que j'ai lu, et tu vois, par exemple, on parle de l'éveil soudain, etc., dans le zen, etc. Tu sais, des fois, ils font des koans aussi dans le zen. Hmm. Donc le koan, c'est quoi? C'est-à-dire, ils te disent un truc qui a pour but de te faire réaliser quelque chose. Et donc, ça implique une réflexion, que tu le veuilles ou non. Ça implique une réflexion.
Mm. Et deuxièmement, quand ils parlent d'éveil soudain, en fait, ils ont très bien clarifié avec sa sainteté. On ne parle pas de l'éveil final dont on parle, nous, ça c'est clair. Donc des fois, les mêmes termes sont utilisés, mais leur signification est différente. Là, ce qu'ils entendent par éveil soudain, c'est tu réalises quelque chose de particulier. Mais ça veut pas dire le grand éveil. Tu sais, éveil, ça veut dire ton esprit il comprend pas un truc, tout d'un coup il s'éveille à quelque chose d'autre. Donc le même mot peut être utilisé différemment, c'est ça le problème. Mm. Euh, des fois, les termes sont utilisés et on pense que c'est la même chose, et finalement, bah, pourquoi nous on s'embête et tout. Et aussi, ce qu'il disait, ce maître zen, c'est que pour que ça arrive, il faut qu'il y ait tout un tas de causes et conditions qui ont été réunies au préalable. La personne a été guidée par le maître pendant longtemps, etc. Et ce moment, des fois un petit coup de bâton ou un koan, etc., où il réalise quelque chose, c'est l'aboutissement de tout un processus qui a eu avant. Donc il y a un processus causal avant ça. Donc maintenant, Mm. par rapport à cette pratique de laisser passer les pensées et tout ça, bien sûr que c'est bénéfique de faire ça, parce que du coup, on s'attache moins à nos pensées, etc. Donc c'est sûr que ça va être bénéfique pour apaiser l'esprit, être plus ouvert. Et vu qu'ils ont des notions de compassion en général, des valeurs de compassion, peut-être si ça va les aider à la compassion, il n'y a pas de doute. Maintenant, de dire que tu développes la bodhicitta comme ça, alors clairement, c'est pas du tout ce qui a été enseigné par les Asanga et les grands maîtres de l'Inde. Donc là, c'est pas les Tibétains. Eux, ils ont décrit qu'il y avait des méthodes très spécifiques et claires pour développer la bodhicitta. Il y avait des étapes à suivre. Donc c'est pas Lama Tsongkhapa qui a dit ça. Lama Atisha, quand il est arrivé au Tibet, il disait au Tibet, en fait, vous avez des bodhisattvas qui n'ont jamais médité sur la compassion. Donc il disait ça un petit peu d'une manière moqueuse. Parce que justement, les gens disaient, oh, celui-là c'est un bodhisattva, celui-là c'est un bodhisattva, celui-là c'est un bodhisattva. Mais il a dit non. Et du coup, les Tibétains lui ont dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, entraînez-vous par étapes. C'est la Mahatma qui a dit ça. C'est un des plus grands maîtres de l'Inde de l'époque. Donc ça, c'est des sources quand même qu'on devrait tous reconnaître comme authentiques. Donc je ne dis pas que leur pratique est bénéfique. Je ne dis pas ça. Nous, on avait fait au monastère des rencontres inter-sangha. Il y avait les Zen, il y avait Theravada, il y avait Kagyu, il y avait Nima. On a passé des journées extraordinaires, des échanges vraiment intéressants. Après, on n'a pas pu forcément approfondir énormément. C'est juste une journée par an. Donc c'est vrai que aussi le problème, c'est des fois on n'a pas vraiment. J'aime notre tradition, des fois, il faut beaucoup de temps pour la comprendre vraiment bien. Tu es d'accord avec moi? Ah ouais. Donc comment on peut comprendre la tradition de quelqu'un d'autre juste en quelques mots? Et même les gens qui suivent cette tradition dans un dojo, etc., c'est pas dit qu'ils comprennent tous la profondeur de cette tradition. Donc voilà, moi je ne peux pas me prononcer sur la tradition zen parce que je la connais pas suffisamment, mais ce que je crois, c'est que de toute façon, il n'y a pas de recette miracle pour atteindre l'éveil. Il n'y a aucune recette miracle. Il y a des qualités à développer, la grande compassion, la sagesse de la vacuité. La sagesse de la vacuité, par contre, c'est sûr qu'au Tibet, en tout cas, ça a été réfuté par beaucoup de mecs que tu réalises la vacuité juste en arrêtant de penser, ça c'est impossible. C'est pas la manière de réaliser la vacuité, ça c'est clair. Et c'est vrai qu'il y avait des maîtres de Chine, etc., qui avaient tendance à dire ça au Tibet. Donc, qui étaient peut-être de cette tradition zen. Ça veut dire que tous les maîtres de la tradition zen pensaient la même chose. Bon, maintenant, vous voyez, moi, je ne peux pas juger ce qui se passe en Occident, parce que je ne connais pas assez. Mais il peut y avoir aussi des vues justes et des vues fausses dans tout. Mm. Donc, moi, ce que je sais, c'est que les maîtres Kamalashila, ils ont réfuté cette approche de l'absence de pensée, de l'arrêt de toute conceptualisation pour la vacuité et l'éveil. Ça a été réfuté clairement par les citations des sutras, etc. Euh, Moi, je m'appuie sur ces maîtres authentiques. Et après, est-ce que j'entends d'autres traditions? Je le juge pas trop parce que je sais pas suffisamment le contexte, tu vois. Mais en tout cas, si on l'interprète de manière que bah du coup, ça sert à rien d'analyser pour les vacuités, ça, je peux pas l'accepter parce que c'est contraire à ce qu'on dit les maîtres les plus authentiques, quoi. Peut-être les gens peuvent penser qu'ils réalisent la vacuité parce qu'ils rentrent dans une certaine forme de vide de quelque chose. Mais il y a tellement de pièges d'interprétation erronée de la vacuité, il y en a tellement que c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il réalise la vacuité qu'il réalise la vacuité, hein. Mm. C'est pas parce que quelqu'un ressent un vide de soi, il ne voit plus le jeu et tout, et il dit j'ai réalisé la vacuité qu'il a réalisé la vacuité, ça veut pas dire ça.
Même parmi les grands maîtres indiens, il y avait différentes interprétations de la vacuité. Parmi eux, il y avait des très 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 grands maîtres, hein. Incroyable. Des grands pratiquants, des grands érudits. Donc ce que je veux dire, c'est que des fois, dans une pratique, on peut ressentir un bienfait. Je veux te dire un exemple. Par exemple, médite sur l'espace, juste sur l'espace. Tu vas ressentir un grand bienfait en faisant ça. Mm. Ton esprit va être paisible. C'est pourquoi? Parce que tu ne te mets pas en colère contre l'espace. Tu t'attaches pas à l'espace. Ça te rend pas orgueilleux trop, l'espace. Donc ton esprit va être paisible, hein. Après, tu lis un texte qui décrit la vacuité semblable à l'espace et tu dis, bah voilà, moi, c'est ce que je fais. Mais non, en fait, c'est pas ce que tu fais. C'est pas la vacuité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de pièges d'interprétation erronée. Et Lama Tsongkhapa, ce qu'il a fait, c'est il est arrivé à un moment donné au Tibet où il y avait énormément d'interprétations erronées qui existaient. Et donc, c'était très difficile de discerner le faux du vrai dans tout ça. Et du coup, il avait une vision directe du Bouddha de la sagesse, Manjushri. Il avait aussi des grands maîtres, Nyingma, Sakya, Kagyu, etc. Et à un moment donné, il est parti en retraite très intensive d'accumulation de mérite, de purification. Il a étudié les textes authentiques jusqu'au moment où il est arrivé à une certitude quant au sens clair de la vacuité. Et il a écrit la Rim Shenmue et d'autres textes pour différencier le faux du vrai dans toutes ces interprétations erronées. Parce qu'il y en avait énormément. Donc on ne peut pas penser que ça existait au Tibet, ces interprétations erronées. Le Tibet, qui était quand même un pays où il y avait beaucoup d'érudits, et que ici, nous, en Occident, c'est pas un pays où le dharma est aussi développé, il ne peut pas y avoir des mauvaises interprétations ici ou là, quoi. Donc c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est forcément vrai, tu vois ce que je veux dire. Donc Mm. on doit garder notre discernement sans dénigrer les autres traditions, c'est clair, mais on ne peut pas accepter tout de but en blanc sans analyse. Ce que le Bouddha nous a dit de faire d'ailleurs. Donc, c'est clair que juste d'observer les pensées, de ne pas s'y accrocher, c'est une pratique bénéfique, parce que bah, ça nous amène à maîtriser un peu plus notre esprit, donc ça, c'est sûr. Donc, je pense que cette pratique est bénéfique, mais de là à dire que juste par ça, tu réalises la vacuité, personnellement, j'en doute fortement, quoi. Et encore moins la libération, et encore moins l'éveil. Et pas non plus la grande compassion, clairement non. Parce que des fois, il y a des gens, tu vois, ils calment leur esprit, donc ils ont un sentiment d'ouverture, et ils se sentent plus compatissants. Mais la grande compassion, c'est pas juste se sentir plus compatissant, c'est une compassion très spécifique, hein, qui comprend la souffrance, la cause de la souffrance, qui comprend la libération, qui comprend plein de choses. Donc, ça doit être sous-tendu par plein de types de sagesse. Si ces sagesses ont pas été développées, il n'y aura pas de grande compassion, ça c'est clair. Et puis on peut avoir en méditation le sentiment qu'on a la grande compassion, et puis au quotidien, il y a quelqu'un qui nous manque de respect, et voilà, il y a aucune compassion qui s'élève, quoi. Donc entre ce qu'on ressent dans une expérience méditative et la réalité, des fois, il peut y avoir aussi, encore une fois, même à ce niveau-là, une différence. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc après, Mm. je n'imite pas ces pratiques parce que je pense qu'elles sont bénéfiques à des gens. Et je dis pas que nous, on ne devrait pas les faire d'ailleurs. Mais il faut savoir les remettre dans leur contexte, leur cadre et leurs limites, quoi. Donc ce serait chouette, hein, sinon, moi, je serais le premier partant, hein, s'il y avait pas besoin d'étudier, s'il n'y avait pas besoin de réfléchir, qu'il n'y avait pas besoin d'accumuler des mérites, de purifier. Ça serait génial, hein. Voilà, enfin, bon, c'est mon point de vue. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Ouais, on s'est posé la question dans le groupe, en fait, à savoir par rapport au placement, en fait. Est-ce qu'on parle bien, en fait, c'est pas le placement dans le sens investissement bancaire, effectivement, mais c'est plus le placement, en fait, de la concentration, Mhm. de la méditation, Ah, tu veux dire dans surtout. le placement rapproché de l'attention, tu veux Tout dire? à Oui. fait. Mhm. Ouais. Donc, est-ce que c'est de ça qu'on parle? Est-ce que Euh, c'est en méditation, en fait? Ouais. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est les placements de l'attention rapprochée, de toute façon, c'est une pratique méditative, ça c'est clair. Donc on place notre attention sur un objet. Ça peut être un objet, ça peut être l'impermanence, ça peut être la vacuité, ça peut être la souffrance. Et l'idée de l'attention, c'est de ne pas oublier l'objet, de rester sur l'objet. Donc c'est une forme, c'est l'attention, c'est un des facteurs principaux pour la concentration en fait. Mais en réalité, il est utilisé dans toutes les formes de méditation, même dans la méditation analytique. Tu dois rester sur ton sujet.
Tu dois pas aller sur un autre sujet, tu vois. Même au quotidien, tu vois, c'est ça l'idée de cette attitude. C'est tu places, par exemple, si tu investis de la vacuité, tu essaies de pas t'éparpiller sur d'autres sujets. Ce qui fait que tu vas pouvoir l'investiguer de manière plus claire. Donc le placement, tu peux le voir, je pense, dans un sens où, par exemple, tu places ton esprit sur le corps et ensuite tu analyses. Aussi, une fois que tu as compris quelque chose avec ton analyse, par exemple l'impermanence du corps, tu places ton esprit en un point sur cette impermanence pour l'intégrer. Hmm. Donc le placement, il intervient à différents moments. C'est peut-être en fait avant, c'est peut-être après en fait l'analyse. Ça peut être avant, ça peut être après. Ok. Ça peut être avant parce qu'il faut bien saisir ton objet que d'analyse. Tu vois, pour pas que ça soit trop Mhm. conceptuel, entre guillemets, même si l'analyse est conceptuelle, mais pas trop déconnectée de ta réalité. Il faut d'abord que, par exemple, tu médites, par exemple, sur les éléments de ton corps, etc. Donc, tu places là-dessus, et après, il y a la sagesse qui va commencer à comprendre leur impermanence, qui va venir, etc. Et à un moment donné, tu peux décider, là, quand tu as une compréhension claire de l'impermanence, tu médites en un point là-dessus. Tu te places sur l'impermanence elle-même de ces éléments pour l'intégrer dans ton esprit, en fait. Donc c'est ça l'idée en fait. C'est pour ça qu'il y a toujours une alternance entre l'analyse et le placement. Et alors, quelle est la différence entre le placement là, tel que tu le présentes, en fait, je dirais plutôt comme une concentration, Mhm. hein, placée exactement en fait sur l'objet, et la méditation en fait. Mhm. Parce Alors que en fait, la méditation et le placement, la méditation, il y a deux types de méditation. Il y en a ce qu'on appelle la méditation de placement et la méditation analytique. Ok. Donc de toute façon, quand tu fais une méditation juste de placement, c'est plus du type calme mental. Mhm. Donc là, tu prends un objet et tu places ton esprit juste là-dessus sans analyse. Donc ça, c'est non analytique. Ok. Mais même quand tu fais une méditation analytique, par exemple, quand tu commences à comprendre l'impermanence de ton corps ou de tes Mhm. sensations, etc. Donc là, tu analyses, mais une fois que tu arrives à la compréhension que tu recherches, l'impermanence, là, tu places ton esprit en un point dessus. Donc tu fais aussi un peu de concentration en un point en réalité, même dans la méditation analytique. Mhm. Mhm. Donc dans tous les cas, tu te sers de ce placement, mais sauf que dans le cas du calme mental, le but, c'est juste le placement, rien d'autre. Donc, par exemple, si tu fais sur le souffle, tu fais juste ça. Le but, c'est pas d'analyser ou de comprendre quelque chose. Mhm. C'est juste d'apprendre à placer ton esprit en un point. Donc, tu développes pas forcément beaucoup de sagesse quand tu fais juste ça. Mais tu apprends à développer ta concentration. Par contre, quand tu veux développer la compréhension de l'impermanence, là, tu peux pas juste placer ton esprit sur l'impermanence. Il faut d'abord analyser pour arriver à cette compréhension, pour que ton objet apparaisse à ton esprit. Et une fois qu'il apparaît, là, tu places ton esprit là-dessus en un point. Par contre, si tu perds l'objet, il faut peut-être que tu analyses encore un peu pour revenir dessus. Donc là, le but, c'est quand même de rester sur la compréhension de l'impermanence. C'est pas juste le placement, quoi. Ok. Le but, là, là, le placement, il a pour but de renforcer ta sagesse, ta compréhension. Mais le but, vraiment, c'est la sagesse. Alors que quand tu fais juste calme mental, le but, vraiment, c'est le placement. C'est pas forcément la sagesse dans un premier temps. Ok. Donc le but est différent, quand même. Mais ce qui élimine vraiment les perturbations mentales, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Et d'ailleurs, Vipassana, c'est sagesse, c'est pas samatha. Mhm. Et donc, est-ce que les quatre placements, en fait, on peut aussi, J'arrive, Catherine. de manière globale, en fait, enfin, résumer à l'union du calme mental, en fait, et de la vue pénétrante? Ou Mhm. est-ce que ça arrive beaucoup plus tard, ça? Mhm. Donc la question, c'est est-ce que les quatre placements de l'attention approchée, est-ce qu'on peut le résumer à union du calme mental et vision supérieure? Mais en fait, ça dépend à quel niveau tu pratiques. Ouais. À notre niveau, non. C'est clairement pas une union du calme mental et la vision supérieure, parce que pour avoir une union du calme mental et la vision supérieure, il faut d'abord avoir le calme mental. Donc si tu attendais d'avoir le calme mental pour faire les quatre placements de l'attention approchée, tu vas Mhm. attendre longtemps. Peut-être même que dans cette vie, tu n'obtiendras pas le calme mental, parce que de toute façon, si tu domptes pas ton esprit grâce à la sagesse, tu auras trop de perturbations mentales, tu ne pourras pas avoir une discipline éthique suffisamment pure, et tu ne développeras pas le calme mental, tu ne pourras pas. Donc tu es obligé de commencer par la sagesse pour dompter un peu ton esprit dans une certaine mesure. Donc là, à notre niveau, les quatre placements, ce n'est pas une union du calme mental à la vision supérieure. D'accord. Ok. Cependant, c'est quelque chose qui est similaire. Ah, ah. On appelle ça des similitudes. C'est-à-dire que quand tu es en mode analytique, c'est similaire à la vision supérieure. Quand tu es en mode placement, c'est similaire au calme mental. Donc ça, c'est ce qu'il dit Lama Tsongkhapa, parce qu'il y a des textes qui disent toutes les réalisations viennent du calme mental et la vision supérieure. Et donc là, il débat, il dit, nous, ça veut dire que avant le calme mental, tu peux même pas transformer ton esprit par l'expérience. Il dit, non, c'est pas ça que ça veut dire. Avant,
Ça veut dire que même les réalisations avant le calme mental, ce sont toutes des similitudes du calme mental à la vision supérieure. Donc ça, c'est pour nous. Nous, on peut utiliser des similitudes de calme mental à la vision supérieure. Et en faisant ça, quelque part, on va déjà dompter, transformer notre esprit, dompter notre éthique, diminuer notre attachement, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, on sera prêt pour obtenir le calme mental. Et là, si on partait en retraite à ce moment-là, mais ça peut prendre du temps pour en arriver là, et ben on atteindrait le mental beaucoup plus vite que quelqu'un qui veut juste aller à un calme mental comme ça sans avoir fait les préliminaires. En fait, il est dit dans l'Amrim, celui qui veut atteindre le calme mental sans avoir réuni les conditions, même pendant 2000 ans, il n'atteindra pas le calme mental. Si on dit on atteint le calme mental en 6 mois, non mais si tu as réuni les conditions. Si tu n'as pas réuni les conditions, c'est impossible. Purification. Donc ça veut dire que tu peux passer. Il y a des gens qui peuvent. Et ça existe sur Terre, des gens qui passent leur vie juste sur le calme mental. Et ben du point de vue du Lamrim, ils ont perdu leur précieux naissance humaine. Ah, Ils ont perdu leur précieux sens humaine. Parce que le calme mental, on dit, on l'a obtenu plein de fois dans notre vie passée déjà. Plein de fois. Ça ne nous a pas libérés d'un chouïa. Un maître Kadampa, il dit, je préfère avoir une simple foi envers le Lamrim que le calme mental. Ça nous donne une idée des choses. D'ailleurs, dans le petit livret du DB, pratique quotidienne, il le dit, ça, Ramazopa. Il cite ce guéché pour dire l'importance du lamrim, en fait. Donc oui, c'est des citations de maîtres authentiques. C'est pas juste l'opinion de Galsen qui veut pousser dans un sens et tout. Même si des fois, je suis peut-être un petit peu trop pushy, mais euh, il y a, il y a- il y a- il y a des maîtres qui ont parlé derrière ce genre de choses quand même. Et quand tu réfléchis bien, tu verras que c'est logique en fait. De toute façon, tu peux essayer avec un mental, tu verras qu'à un moment donné, tu vas bloquer. Tu vas pas beaucoup progresser à un moment donné. Parce que tu n'as pas réuni les conditions. T'as pas la détermination suffisante, t'as pas le contrôle suffisant de ton esprit, t'as pas suffisamment maîtrisé les antidotes à la distraction, à l'attachement et tout ça. Tous ces antidotes, tu apprends à les maîtriser par ce type de méditation dont on parle. Mais si t'as pas une familiarisation avec ça, en fait, tu es dépourvu de moyens pour contrer l'attachement, mais aussi la torpeur, pour générer l'enthousiasme. Pour avoir de l'enthousiasme, il faut avoir un but derrière tout ça. Et c'est quoi ce but? Bah, c'est la libération ou c'est l'éveil. Et pour ça, il faut méditer sur la 4 vérité. Tu vois, c'est inévitable. D'ailleurs, on va le voir. On va le voir comment ces 7 groupes se développent. super. Et vous allez voir que les concentrations, c'est pas les premières. C'est le troisième groupe. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, ces 37 harmonies de l'éveil. Et ça, c'est commun à toutes les traditions. Il n'y a pas de. C'est Lama Tsongkhapa qui dit ça. C'est le Bouddha, c'est les sutras Pali, etc., quoi. Euh, Par contre, s'il vous plaît, comme d'habitude, je pense que c'est bien si on éteint les téléphones ou on les met Comment? Ah, d'accord. Parce que j'ai l'impression que ça crée un peu de distraction. Enfin, c'est pas grave, mais c'est. Parce que non, parce qu'on essaye. Ouais. D'accord. Ok. Non, parce que je vois toujours. Ok, pas de souci. Donc voilà, donc union de 40 vision supérieure, ça vient plus tard. Ça vient plus tard, ok? Mais en attendant, pour nous, on a des similitudes de ça. Et franchement, c'est tout ce à quoi on peut aspirer aujourd'hui. Et c'est pas mal déjà. On peut faire déjà beaucoup. Faut pas penser, si j'ai pas le camp mental, en gros, je peux rien faire. C'est pas vrai, ça c'est vraiment une vue très très fausse, qui peut même polluer notre pratique, parce que du coup, on va comment dire, se forcer à faire juste une pratique très limitée finalement. Et on va passer à côté de la formation et tous les autres aspects de la voie. Et ça, c'est passer à côté de cette précision de sens humain. Ok, vous avez d'autres questions? Aussi. Catherine, non. Catherine, tu avais levé la main tout à l'heure? Je t'entends pas, Catherine. Non, mais finalement, je pense que tu as répondu. En fait, moi, j'étais sur la méditation de Vipassana, mais bon, comme il y a d'autres choses à voir, j'irai plus chez mes cours. Pas de souci, comme tu veux. Merci beaucoup. Good. Du coup, Oui, je Michel. vais te demander une petite chose. La concentration en un point à laquelle je peux aboutir, par exemple, au moment de la permanence, quand j'ai réalisé par l'analyse et en investiguant plusieurs champs,
euh, elle est quand même très courte. Oui, donc oui, c'est vrai. Donc la concentration d'un point qu'on obtient quand on analyse l'impermanence, Ah oui. etc., Michel dit c'est très court. Oui, c'est vrai qu'au début, c'est peut-être un peu court, mais c'est parce qu'on n'est pas assez familier avec l'exercice. Tout devient plus facile par l'habitude. Donc après, ça ne veut pas dire que à côté de ça, on ne peut pas s'entraîner un petit peu à la concentration en un point. Par exemple, sur le Sur les souffle, coups, on y arrive bien. sur le souffle, eh ben, La tu t'entraînes sur le souffle aussi. Et après, sur ton impermanence, le point, c'est que tu peux pas durer longtemps, mais c'est parce qu'en fait, il faut persévérer. C'est-à-dire que quand tu perds, il faut revenir, il faut ramener l'esprit dessus. Et c'est ça l'exercice qui est difficile. C'est-à-dire que nous, on a tendance à, quand on arrive à l'impermanence, on est content, on est arrivé là où on voulait, et quelque part, on relâche un peu nos efforts. Mais le point, c'est que si tu restes pas dessus, il faut ramener ton esprit dessus et essayer de le placer. Si tu pars de l'impermanence, il faut ramener ton esprit encore. Exactement comme tu fais avec le souffle. Au début, sur n'importe quel objet, tu perds l'objet, il faut ramener l'esprit sur l'objet. Sauf que c'est plus facile de ramener l'esprit sur le souffle que sur l'impermanence. Parce que l'impermanence, ça demande une forme d'analyse en plus. Mais c'est le même principe. C'est au début, oui, tu n'étais pas capable de garder ton objet, donc il faut revenir dessus. Et au fur et à mesure, tu peux maintenir une continuité, etc., etc., et rester plus longtemps. Donc c'est exactement le même principe que pour le calme mental, sauf que là, pour revenir à ton objet, c'est pas juste te rappeler de l'objet des fois, faut. Mais le point, c'est que si tu viens d'analyser ton objet, que tu es arrivé sur l'impermanence, c'est moins difficile d'y retourner et t'as pas besoin de mener une analyse aussi fastidieuse parce que c'est un peu frais dans ton esprit. Donc, et aussi, un des avantages de ne pas vouloir faire méditation analytique et de faire que du placement ou, comme tu disais Bernard, juste observer les pensées sans analyse, c'est-à-dire que notre faculté d'analyse en faisant ça diminue. Et aussi, on développe une forme de paresse par rapport à l'analyse. Ça arrive. Même pour certaines personnes, des fois, peut-être qui font trop de placement ou de méditation non conceptuelle, à un moment donné, leur esprit, il n'a pas envie d'analyser. Ça développe une forme de paresse. Et cette paresse, ça peut devenir un obstacle au développement de la sagesse. Et ça peut augmenter notre confusion. Euh, Par exemple, il y a l'histoire de ces pratiquants qui ont atteint des niveaux de méditation très 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 élevés, où ils n'ont plus une seule pensée, au-dessus du calme mental. On dit quand ils renaissent, des fois ils peuvent renaître avec un esprit extrêmement confus, très difficile de développer la sagesse, parce qu'ils ont abandonné toute analyse, parce qu'ils voient l'analyse comme une distraction, ce qui est vrai dans un certain contexte. Mais le point, c'est que si vous poussez ça à l'extrême, eh ben, votre capacité d'analyse va diminuer et du coup, bah, quand vous verrez les textes de Nagarjuna, la seule chose que vous aurez envie, c'est de fuir. Ce qui est pas ce qu'on souhaite. Alors bien sûr, des fois, il y en a qui vont avoir plus de facilité, de plus de difficultés. Donc, il y a plein d'enseignements qui peuvent être plus simples d'accès, etc. Donc, chacun s'adapte, mais il ne faut pas abandonner complètement l'étude et la réflexion dans notre pratique. C'est ce que dit le Dalai Lama très souvent, quand même. Et il parle à nous, hein, il parle pas. C'est pour nous qu'il dit ça, c'est pas. Donc, je veux dire, voilà, il faut que notre pratique, elle ait quelque chose de complet. Il faut qu'il y ait de l'étude, il faut qu'il y ait les réflexions, et il faut qu'il y ait de la méditation. Il faut qu'il y ait les trois. La proportion de chaque, ça dépend de chaque personne, ça c'est vrai. On a tous des prédispositions différentes. Mais il ne faut pas avoir une pratique partielle. Ça, c'est très déconseillé, quoi. Après, il peut y avoir un autre extrême, hein. Vous analysez trop, mais vous ne méditez pas du tout. Ça peut être aussi un problème. Parce que du coup, ça ne transforme pas votre esprit, vous restez à un niveau trop intellectuel et vous n'allez pas dans l'expérience. Donc ça peut aussi être un problème, quoi. Il faut arriver à trouver un équilibre entre les choses. Et voilà, encore une fois, la proportion d'études, pratiques, ça dépend de chacun. Mais il en faut toujours un petit peu de chaque. C'est ce que disait Yann Rinpoche, je me rappelle, il y a longtemps. Il disait, tout le monde a besoin d'étudier, de pratiquer, et la proportion de chaque, ça dépend de chaque personne. Moi, j'avais trop aimé cette phrase. Moi, ça m'est resté parce que ça résolvait tellement de doutes. Ok? Parce que, en fait, ce qu'ils disent les maîtres, c'est vouloir méditer sans étudier, c'est comme vouloir grimper une montagne sans main. Vous avez rien à quoi vous accrocher dans votre méditation. Vous avez rien. Vous n'avez pas de matériel à méditer.
Donc, par contre, tu vois, par exemple, ce que dit Bernard, si c'est juste le fait de laisser passer ses pensées et tout, alors, ça n'a rien d'étudier. Franchement, ça sert à rien. Mais les moines zen, les pratiquants, ils étudient, hein. Ils étudient des sutras, il y a des commentaires, tout ça. Donc, pourquoi ils font tout ça, du coup? Si la pratique, c'est juste laisser passer les pensées. Tu vois, je connais pas tout leur contexte, mais je sais qu'ils étudient sérieusement. Donc, ça veut dire que toute cette étude, c'est un préalable qui va influencer leur pratique par la suite. Comment, après, je sais pas comment ça se passe dans leur expérience intérieure, je sais pas. Il y a un background, comme pour nous, puisque de toute façon, c'est comme ça que le Bouddha il a enseigné, hein. Ok. Bon, je vous propose une petite pause, puisque vous venez de faire une discussion d'une heure, plus discussion, donc 20 minutes, ça vous va? Yep. 20 minutes de pause, ça vous va? Ouais? Ok, on fait 20 minutes.